Le deuxième cours sera consacré au développement du gamète femelle et au développement de l'embryon préimplantatoire. L'ovogénèse et la gamétogénèse femelle. L'ovogénèse est un processus discontinu qui a lieu depuis la vie fœtale jusqu'à la ménopause chez l'individu femelle. L'ovogénèse est associée à la folliculogénèse et se déroule dans les ovaires, plus précisément dans le cortex ovarien. Ici, vous avez une coupe longitudinale d'un ovaire. Le cortex est la zone périphérique et contient les follicules. La médullaire est de volume plus restreint, c'est la zone centrale qui assure la vascularisation et l'innervation de l'ovaire. Chaque ovocyte est entouré par une structure de nature épithéliale que l'on appelle le follicule. La croissance et la maturation de l'ovocyte se fait de manière contemporaine à la croissance et maturation du follicule ovarien. Les follicules sont très nombreux dans l'ovaire du fœtus femelle et leur nombre diminue de manière importante à partir du 7e mois de la vie fœtale. Voici donc les étapes de l'ovogénèse et de la folliculogénèse chez l'individu femelle après le début de la puberté. Au début de chaque cycle, pendant les 2 premières semaines, en phase folliculaire, la FSH, qui est une hormone gonadotropine hypophysaire, FSH pour Follicle Stimulating Hormone, la FSH induit la croissance d'une cohorte de follicules. Chaque follicule contient un ovocyte bloqué en prophase de méiose 1, qui est représenté en noir, et qui est entouré de cellules folliculeuses. Par un jeu de régulation complexe, faisant intervenir des facteurs locaux, un seul de ces follicules poursuivra sa croissance jusqu'à son terme. Ce follicule est appelé follicule dominant ou follicule ovulatoire. Et tous les autres follicules de la cohorte en croissance vont dégénérer ou s'atrésier. À chaque cycle, environ 10 follicules dits primordiaux s'engagent dans la maturation folliculaire. Ces follicules primordiaux sont donc constitués d'un ovocyte 1 qui est en fait bloqué au cours de sa première division de méiose. Cet ovocyte 1 est entouré par une couche de cellules folliculaires qui sont endothéliformes, c'est-à-dire aplaties. Ces cellules folliculaires sont jointives grâce à de nombreuses jonctions intercellulaires. On dit donc que ces cellules forment un épithélium. Et dans la mesure où ces cellules sont de faible épaisseur, on parle d'épithélium polyédrique ou endothéliforme. La première manifestation visible de la croissance folliculaire est la transformation de l'épithélium folliculaire en un épithélium cubique qui sécrète avec l'ovocyte 1 de la matrice extracellulaire qu'on appelle la zone pellucide. La constitution de la zone pellucide est essentiellement glycoprotéique ou mucopolysaccharidique, celui qui lui confère des propriétés physiques très remarquables. La zone pellucide est lisse et peu adhérente, et ses propriétés sont utiles pour l'ovulation et la migration. L'ensemble de l'ovocyte 1 entouré de sa zone pellucide et de l'épithélium folliculaire cubique constitue alors ce qu'on appelle le follicule primaire.
Ultérieurement, les cellules folliculaires prolifèrent pour former un épithélium pluristratifié, c'est-à-dire constitué de plusieurs couches cellulaires. L'épithélium représentant toujours des cellules jointives. Dans ces cellules folliculaires pluristratifiées se forme progressivement ce qu'on appelle la cavité antrale. On est alors au stade de follicule antral. Cette augmentation de la taille de follicule est contemporaine de la différenciation du tissu conjonctif de soutien ovarien, qu'on appelle aussi le stroma ovarien, qui entoure le follicule. Ce tissu conjonctif se différencie en deux couches. Une couche qu'on appelle la thèque interne et une couche qu'on appelle la thèque externe. Ces deux couches sont richement vascularisées. Je vous laisse noter que dans un tissu conjonctif, les cellules sont habituellement non jointives et baignent dans la matrice extracellulaire qu'on appelle aussi la substance fondamentale. Vous verrez ça lors de vos cours d'histologie. Ces follicules, en croissance ou en atrésie, produisent des œstrogènes et en particulier l'œstradiol. Les œstrogènes sont des hormones stéroïdes, c'est-à-dire des hormones synthétisées à partir du cholestérol, qui induisent la prolifération de l'endomètre. L'endomètre est la muqueuse utérine qui recouvre le myomètre et qui induisent aussi la prolifération d'autres tissus sensibles. Un seul follicule arrive à maturité, on l'appelle le follicule de De Graaf. Ce follicule est constitué d'un ovocyte 1 qui est entouré de cellules folliculaires qui forment autour de l'ovocyte ce qu'on appelle le cumulus proligère. Le cumulus proligère fait saillie dans la cavité antrale et les autres cellules folliculaires qui tapissent la cavité antrale forment les cellules de la granulosa. Au 13e-14e jour du cycle, le pic ovulatoire des hormones gonadotropine hypophysaire, FSH mais surtout LH, déclenche l'ovulation. C'est ce qu'on appelle la décharge gonadotrope. L'ALH est la deuxième gonadotropine qu'on appelle la luteinizing hormone. L'ovocyte qui est contenu dans le follicule de De Graaf ou follicule ovulatoire reprend et achève sa première division méiotique, émet son premier globule polaire et devient ovocyte 2. Il entame la deuxième division méiotique et se bloque une deuxième fois, cette fois en métaphase de deuxième division méiotique, M2. C'est à ce stade qu'il peut être fécondé. Lors de l'ovogénèse, et contrairement à ce qu'il se passe au cours de la spermatogénèse, chaque division méiotique est asymétrique. Cette asymétrie est un mécanisme qui est destiné à préserver le grand volume de l'ovocyte. Et cette asymétrie permet la production d'une cellule germinale qui récupère tout le cytoplasme et d'un noyau tout seul qui est amené à dégénérer et qu'on appelle le globule polaire ou GP. Ainsi, la première division méiotique donne un ovocyte 2 qui est haploïde N2C, dont tous les chromosomes sont dupliqués, et un globule polaire qui lui aussi est haploïde N2C. Et c'est à ce stade qu'est l'ovocyte lors de l'ovulation. Les cellules du cumulus proligère se désagrègent et sécrètent de la matrice extracellulaire. La paroi folliculaire s'amincit et fait saillie à la surface de l'ovaire. L'ovocyte 2, avec son premier globule polaire, est émis à la surface de l'ovaire et, du fait de la pression intratubaire négative,
c'est-à-dire la pression qui est dans la trompe de Fallope, cet ovocyte est aspiré dans le pavillon de la trompe utérine. L'ovocyte 2 et son GP sont entourés de la zone pellucide et par des cellules folliculaires en couronne qui forment ce qu'on appelle la corona radiata. En l'absence de fécondation, cet ovocyte n'achèvera jamais la méiose et cet ovocyte ne deviendra donc jamais, à proprement parler, un ovule. En l'absence de fécondation, l'ovocyte dégénère rapidement en quelques heures. Les éléments du follicule ovulatoire rompu, restés en place dans l'ovaire, se transforment rapidement en ce qu'on appelle le corps jaune. Et ce corps jaune, sous l'influence des gonadotropines hypophysaires, sécrète des hormones stéroïdiennes et notamment des œstrogènes et une autre hormone spécifique qu'on appelle la progestérone. S'il y a fécondation, l'ovocyte reprend sa deuxième division méiotique et produirait un ovule mûr, haploïde NC, qu'on pourrait aussi appeler ovotide, émet son deuxième globule polaire, haploïde NC, mais en réalité, comme à ce stade la fécondation a déjà eu lieu, il ne s'agit pas d'un ovule, mais d'un œuf fécondé. Donc, après l'ovulation, le follicule ovulatoire s'est transformé en corps jaune ou corps lutéal, qui sécrétera la progestérone en deuxième partie de cycle, puis dégénérera au bout de 12 jours, sauf s'il y a eu fécondation. Nous allons maintenant voir un peu plus en détail les éléments du cycle menstruel. Le cycle menstruel débute conventionnellement avec le début des menstruations. Les menstruations consistent en l'élimination des couches superficielles de l'endomètre utérin du cycle précédent lorsqu'il n'y a pas eu d'implantation embryonnaire. Le cycle menstruel dure généralement 28 jours et il est divisé en 3 phases. Il est sous le contrôle de l'hypothalamus qui sécrète la GnRH ou gonadotropin releasing hormone et cette sécrétion se fait de manière pulsatile. La GnRH, comme son nom l'indique, régule la sécrétion cyclique des hormones gonadotropes hypophysaires, qui sont donc les gonadotropines dont on a parlé, FSH et LH. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est l'amplitude et la fréquence des pulses de GnRH qui déterminent les variations de sécrétion en gonadotropines. Une sécrétion continue de GnRH hypophysaire aboutit à une absence complète de sécrétion des gonadotropines hypophysaires. Au cours de la phase folliculaire ou phase préovulatoire qui dure 2 semaines, on observe assez rapidement la croissance des follicules. Cette croissance se fait sous l'influence de la FSH hypophysaire. La FSH hypophysaire induit donc la croissance des follicules et ces follicules produisent des œstrogènes, en particulier l'œstradiol ou E2. Les œstrogènes donc vont agir sur l'endomètre et sur les tissus, d'autres tissus sensibles pour induire leur prolifération. La deuxième phase du cycle menstruel est l'ovulation qui a lieu généralement en milieu de cycle, c'est-à-dire autour du 14e jour et qui aboutit à l'émission de l'ovocyte à partir du follicule dominant. Et en fait, au 13 et 14e jour du cycle, c'est le pic ovulatoire des gonadotropines hypophysaires et surtout de la LH qui déclenche l'ovulation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la décharge gonadotrope, c'est-à-dire surtout le pic de LH, précède l'ovulation exactement de 36 heures.
Puis la troisième phase du cycle, c'est la phase post-ovulatoire, qui est surtout sous l'influence de la LH. La LH est sécrétée par l'hypophyse et elle agit sur le corps jaune et induit la sécrétion par ce corps jaune d'œstradiol, mais surtout de progestérone. La progestérone est une hormone qui est spécifiquement sécrétée en troisième phase du cycle, en phase post-ovulatoire. La progestérone va agir sur l'endomètre utérin pour l'aider à se préparer à une éventuelle nidation. Si on reprend plus en détail l'effet des hormones stéroïdiennes, les œstrogènes qui sont sécrétés d'abord par les cellules folliculaires et técales pendant la première partie de cycle stimulent la prolifération endométriale et en particulier donc les cellules des différents constituants de la muqueuse utérine et aussi la croissance des glandes et la vascularisation de cette muqueuse. Pour mémoire, une muqueuse est un tissu constitué d'une couche de cellules épithéliales, qui sont donc des cellules jointives, unies ou pluristratifiées, qui reposent sur une lame basale et l'ensemble repose sur du tissu conjonctif ou stroma. De nombreuses cavités et conduits dans l'organisme sont recouverts d'une muqueuse, comme par exemple la bouche, l'intestin, la cavité utérine, la cavité vaginale. Donc les œstrogènes agissent pour induire la prolifération endométriale et la croissance des glandes et de la vascularisation de la muqueuse endométriale. En deuxième partie de cycle, après l'ovulation, la progestérone sécrétée par le corps jaune stimule les sécrétions par les glandes de l'endomètre. On parle aussi de phase sécrétoire ou lutéale ou progestative. En l'absence de fécondation, le corps jaune dégénère et les sécrétions stéroïdiennes, œstrogènes et progestérone, diminuent après environ 12 jours. Et c'est cette diminution brutale de sécrétion d'œstrogènes et de progestérone qui déclenche les menstruations et le cycle suivant. Donc voici les éléments de chronologie de l'ovogénèse. L'ovogénèse est un processus discontinu qui commence à partir du